Je suis psychiatre, psychanalyste, professeur à l'université, en tout cas émérite, et je soigne des adolescents. Je soigne des jeunes de 13 ans, 14 ans jusqu'à 25 ans, parfois tardifs, 30, 35 ans, quand ils ont du mal à quitter la maison, qui restent vraiment un peu adolescents dans leur tête. Alors évidemment, je soigne leurs parents, parce que souvent les jeunes ne vont pas très bien, mais leurs parents ne vont pas toujours beaucoup mieux. Donc parfois c'est les parents qu'il faut d'abord soigner pour que le jeune aille mieux. Ça, c'est un peu mon travail. Et alors, pourquoi je fais ce métier? Peut-être donc, ce qui est important dans ma vie. Donc, j'ai décidé d'être psychiatre adolescent quand j'avais 14 ans. Donc, j'étais adolescent moi-même. Je trouvais cet âge passionnant, donc je vivais ça plutôt bien. J'ai vu un roman dans lequel il y avait un psychiatre, un personnage assez romanesque. Je me dis, tiens, je ferais bien médecine. Mon père était médecin. Et je soignerais les appareils à penser, la psyché, l'âme, entre guillemets. Donc, la psychanalyse, c'est vraiment soigner l'âme comme un métier qui me semblait en effet un métier porteur, parce que c'est là où on découvre ce que penser veut dire. Donc, je trouvais fascinant de réfléchir au sens du monde, aux questions existentielles du bien ou du mal, de l'avenir, des garçons et des filles, de l'amitié, de l'amour. Et je trouvais que donc y réfléchir, et puis en parler avec mes amis, écouter aussi leurs confidences, me semblait en effet un champ de travail potentiel formidable. Ça, c'est le point de départ. Et alors, en effet, je l'ai vérifié. Donc, quand j'ai commencé la psychiatrie, il n'y avait pas de psychiatres d'adolescents, il y avait des psychiatres d'enfants ou d'adultes. Et les adolescents cassaient les pieds de tout le monde parce qu'ils ne venaient pas au rendez-vous, ils ne payaient pas bien, ils n'étaient pas contents, désagréables, grossiers. Donc, on a commencé par créer les tout premiers services en Belgique de psychiatrie d'adolescents. Aujourd'hui, évidemment, on a un boulot fou parce qu'on commence à 14 ans et puis on sort à 30 ans. Donc, le travail est énorme. Et donc, j'ai trouvé ce métier passionnant parce que c'est un âge où on peut faire des miracles. Donc, j'ai compris ce que voulait dire dans l'héritage chrétien, dis une seule parole et je serai guéri. Je ne dis pas que je fais des miracles, mais l'adolescent est un âge potentiellement miraculeux. Donc, où l'impact de la parole qu'on peut dire et entendre transforme quelqu'un de façon vraiment complètement imprévisible. Ça, c'est très encourageant. Les adultes, c'est un peu plus compliqué. Les gens âgés, c'est décourageant, et les tout-petits dépendent trop des parents. Donc là, un adolescent, on peut avoir des rencontres incroyables où un échange, une parole qui émerge, qui s'énonce, transforme la vie de celui qu'on écoute. Donc ça, c'est un job fantastique. Comprendre ce que veut dire. Le verbe se fait chair, par exemple, donc, où cette phrase dit une parole chez guéri, donc c'est quand même un message évangélique fondamental. Ça, c'est des choses que je vis quasi tous les jours, pas tous les jours, mais quand même très souvent dans mon métier. C'est-à-dire quand je suis découragé, quand je revois un jeune bloqué en souffrance, qui veut mourir, qui a peur d'être fou, qui est rempli d'angoisse, qui vit des choses très, très douloureuses, je sais que si je prête mon appareil à penser à ce qu'il vit, que je crois dans son pouvoir rambaldien, sa capacité de pouvoir se transformer, je peux vivre ce qui est en effet analogue à une quête spirituelle, c'est-à-dire l'émergence d'une vérité, une mutation, une véritable transformation de lui-même par le pouvoir de l'écouter, de croire en lui et de l'aider à se dire. Ça me semble en effet l'expérience spirituelle. La construction spirituelle d'une personne commence à l'adolescence. Donc je pense qu'elle devient en tout cas la sienne. Avant ça, c'est celle de ses parents. Donc l'enfant, il croit dans ce que les parents croient. Mais devenu adolescent, comme il a un corps pubère, qui change sa vie, c'est-à-dire ce corps lui donne le pouvoir de donner de la vie ou de la mort. Donc il y a une étape radicale, il y a un avant et un après. Cette mutation-là qui marque ce changement, le contraint à tenter de penser ce pouvoir nouveau. Donc donner la vie ou la mort. Donc vraiment Et ça, c'est en effet la démarche spirituelle qui peut tenter d'y répondre. C'est-à-dire comment croire, en quoi croire, comment croire en soi, comment croire en l'autre, et comment croire que la vie vaut la peine d'être vécue. Alors évidemment, il y a un premier temps où on est dans cette recherche-là de croyance, dans laquelle le premier adolescent, 12 ans, 15 ans, où en effet, on va plutôt chercher une image d'un adulte, un gourou, un appel au père, quelqu'un qui serait comme quelqu'un qui pourrait vous guider, quitte après ça, on fait une critique. Mais au début, on est prêt à se soumettre à un maître à penser. Vous voyez, donc on connaît bien ça. Là où jouent évidemment tous ceux qui recrutent, ou bien qui veulent fasciner, ou qui veulent séduire, ou qui veulent engager. Donc pour des causes nobles ou bien pas nobles. Parce qu'on sait qu'il y a ce mouvement chez le jeune. Et cet appel au père, c'est ce qui est un jeune à ne plus se soumettre à ses parents seulement, à les quitter comme seul horizon et comme seul objet du désir, pour croire en effet qu'il fait un choix autonome, indépendant, et parfois en opposition aux parents. Donc ça, c'est le premier mouvement.
là, évidemment, il y a un grand danger, parce qu'évidemment, le jeune peut être dupé, enfin, cette appétence, cette envie de croire, de se sentir appelé, donc vraiment, et sur quoi jouent tous ceux qui veulent en effet les séduire. Et voilà. Donc ça, c'était un âge dangereux. Et puis, il y a un deuxième moment où l'adolescent veut comprendre pourquoi est-ce qu'il a envie de croire, pourquoi est-ce qu'il tente de croire dans ces messages-là, alors qu'il pourrait aussi ne pas être dupé, enfin, qu'il pourrait critiquer, qu'il pourrait se rendre compte que c'est une demi-vérité, qu'il n'y a pas de complot, qu'il n'y a pas un appel. Vous voyez, donc ce moment-là, évidemment, est un âge majeur. Ça, c'est plutôt 14 ans, 18 ans, où leur intelligence se développe. Ils ne sont plus dans l'émotion, l'envie de suivre, ils ont plutôt envie de devenir critiques, indépendants, autonomes, commentés. Et puis, il y a je dirais, un troisième âge où, en effet, ils s'engagent. Donc, fort de la critique intellectuelle de leurs croyances, ils prennent une décision de trouver ce qui va faire raison d'être, je dirais, de vivre. Et là, évidemment, la question majeure pour eux, c'est qu'est-ce qui est sacré? Enfin, qu'est-ce qui est ce pourquoi tu serais prêt à te sacrifier? Donc, le sacré en toi. Alors là, évidemment, dans le monde à nous occidental, désenchanté, avec des églises vides, avec comme seule proposition d'être riche, beau et people. Vous voyez, donc, si tu n'es pas très beau, et si tu n'es pas très people, et si tu n'es pas nécessairement quelqu'un qui fait beaucoup de blé, tu te sens un peu largué, et tu te dis, enfin, qu'est-ce qui va... Alors, on voit beaucoup de jeunes qui dépriment. Et alors, évidemment, ça s'accentue quand ils sont rejetés par les autres, ou bien quand ils vivent une expérience amicale ou amoureuse qui échoue. Parce qu'évidemment, le premier amour, qui est souvent le plus grand, n'est pas le plus abouti, parce qu'on n'est pas très, très mûr encore. Et donc, dans l'autre, vous voyez, les autres du groupe, ou l'autre de qui on tombe amoureux, même si c'est un amour homosexuel, au fond, se découvre une vraie expérience de l'altérité ou du plus grand que soi, ou de ce qui ferait en effet sens pour sa vie. Et vous demandez à un jeune, pourquoi serais-tu prêt à te sacrifier? En tout cas, avant 2001, jamais pour Dieu. Depuis 2001, beaucoup pour Dieu, mais quel Dieu demande un sacrifice humain? Pour la liberté, ou pour la nation, pas toujours, en tout cas pas toujours l'Occident, mais ailleurs. Donc, pour la révolution, ça marche plutôt trop fort. Donc, et alors il reste mourir pour celui que j'aime, qui est complètement universel chez tous les jeunes du monde, même hors toute croyance. Donc, ça on vit, ça on dit à 15 ans, on ne dit plus ça à 40. Oui, donc, je suis prêt à mourir pour quelqu'un que j'aime. Et alors là, on voit que l'amour, l'expérience de l'amour, donc l'expérience de l'altérité, vient créer sens ou pas sens, ou idéal ou pas idéal, et donc sens ou pas de sacré. Ça, c'est quand même très très proche d'une valeur et d'un héritage chrétien. Donc je pense qu'il faut essayer de comprendre le monde dans lequel l'adolescent d'aujourd'hui vit, donc qui n'est pas le même du tout au XXe siècle. Donc le XXe siècle, c'est très très loin. Donc le XXe siècle était un monde en effet qui était sans beaucoup d'Internet. Enfin, il n'y avait en tout cas pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas le virtuel, il n'y avait pas un monde duel, il n'y avait pas accès à toutes les connaissances du monde. Donc il y a un changement, une mutation totale. Donc dans ce monde-là, bien évidemment, le cheminement que fait le jeune n'est plus du tout comparable à celui que faisaient ses parents, grands-parents et arrière-grands-parents. Donc, parce que d'abord, il est surinformé, il reçoit des messages par rapport auxquels il n'a aucun recul possible. Toutes les questions sont banalisées et sont équivalentes. Donc, un ami, c'est pas quelqu'un qu'on rencontre sur Facebook, et un grand amour, c'est pas quelqu'un qu'on rencontre sur Tinder. Et la sexualité humaine n'est pas celle qu'on voit dans de la pornographie. Donc, et la violence humaine n'est pas réduite à des images d'éclats de but. Oui, donc, il vit dans un monde dans lequel il baigne dans un excès d'informations complètement imaginaire, donc vraiment fait d'images, avec très peu de moyens de faire le tri. Donc Google, si un site est beaucoup visité, c'est pas parce qu'il dit vrai, c'est parce que pour des raisons X ou Y, les gens vont le voir. Donc peut-être que la vérité n'est pas dans le plus visité. Donc la quête de vérité qui est éminemment juvénile, ils veulent comprendre, ils veulent savoir ce qui est vrai, hein, même s'ils apprennent aussi à mentir, mais ils apprennent quand même, au fond, demandent une formation, une nouvelle compétence, enfin une envie de connaître pour comprendre ce à quoi ils sont soumis. Et là, on a une mission fondamentale. Vous voyez, donc je pense qu'il faut aujourd'hui revisiter dans la transmission toutes les métaphores employées pour les séduire, pour qu'ils deviennent consommateurs, pour qu'ils soient dupés, pour qu'ils soient dans le mimétisme, pour qu'ils envient les autres, pour qu'ils soient dans des haines identitaires, ce dans quoi ils baignent aussi, donc vraiment, et qu'ils soient en plus dupés par des messages simplistes, infantilisants, dans la pornographie ou dans la pédophilie, enfin dans une série d'invitations pour extrêmement tentantes, parce que chargé de violence, une violence qui allait être plus ou moins, comme disait vraiment, je dirais Arthur Rimbaud, donc des violences nouvelles avec une espèce de charme un tout petit peu étrange. Il faut leur donner les moyens de distinguer, de comprendre et de critiquer, avant qu'ils ne s'engagent. Et donc on a un devoir de leur dire,
ce que c'est qu'en effet les grandes réponses traditionnelles à la quête du sens. La peur du mourir, l'envie d'aimer, donc l'engagement, la parole qui se donne ou bien qui ne se donne pas. Donc, comment on se construit. Donc, oui, donc, ce qui leur arrive, il faut leur donner les moyens de le comprendre de manière intellectuelle, avec leur intelligence. C'est un âge intelligent. Un âge, ils ont une nouvelle intelligence que n'a pas l'enfant. Donc, à 14 ans, 15 ans, on découvre la pensée conceptuelle et abstraite qu'on n'a pas avant. Donc, on peut penser tout court, on peut se mettre à réfléchir en son nom, au nom des autres, ce qu'avant, on est incapable de faire. Donc, ce moyen-là doit être reconnu, utilisé pour pas qu'il soit raboté, anesthésié, noyé par un flux d'informations, mais pour qu'en effet, ils savent ce que veut dire rédemption, décapitation, lapidation, sacrifice, de leur tentation sacrificielle, quand même, qui est flagrante tous les jours, doit être éclairée par des gens compétents pour leur dire pourquoi est-ce qu'on est tellement prêt à 17 ans à mourir pour une idée ? Et pour quelle idée ? Et pour quel paradis ? Pour quel royaume ? Vous voyez, pour quel califat ? Pour quelle idée de Dieu ? Enfin, pour quelle transcendance ? Vous voyez, ça, il faut leur donner les moyens pour qu'ils puissent faire un choix en connaissance de cause. C'est ça qui serait mon programme à moi. Donc, pour transmettre, tous ceux qui peuvent transmettre, vous voyez, donc c'est clairement, si les parents ou les grands-parents sont intéressés quand même par ce qui se passe, vous voyez, donc s'ils ont envie de comprendre pourquoi est-ce que leur enfant pourrait devenir un djihadiste ou se convertir à l'islam, des parents que ça pourrait intéresser solidement. Donc, il faut vraiment qu'ils s'interrogent là-dessus, qu'ils se disent, au fond, qu'est-ce qui est séduisant dans l'islam, ou l'islamisme, en tout cas, vraiment. Et les professeurs, donc les professeurs qui veulent apprendre à réfléchir, ils ont une chance exceptionnelle d'être à l'âge où, en effet, l'envie de comprendre est à l'avant-plan. Donc, il y a une vraie épistémophilie, donc une envie de comprendre. Et de comprendre où est la vérité. Donc, et pas une seule vérité, ou des vérités. Donc c'est un âge où, en effet, tous ceux qui les entourent, les éducateurs, mais aussi les moniteurs dans les bancs de jeunesse, vous voyez, en fait, donc il y a beaucoup de gens qui sont des référents pour eux, pour contrebalancer l'impact incroyable qu'ont les écrans sur eux. Donc les réseaux sociaux, Internet, où en effet, là, il y a un message sans recul. Donc il n'y a pas une intonation que donne quelqu'un qui est vivant devant soi et qui bafouille, qui dit les choses de travers, qui dit quelque chose qui sonne juste là, tout est léché. Vous voyez, les montages de Daesh sont fantastiquement bien faits, donc vraiment, parce qu'il n'y a aucune défaillance, tout est fait pour émouvoir, pour toucher, comme une publicité ou comme un montage pornographique. Donc c'est vraiment, pour prendre des comparaisons quand même qui sont des mortes, c'est-à-dire tout est fait pour capter l'attention, pour empêcher de zapper et pour entrer dans le réseau synaptique du jeune qui est tout qui peut se former. Donc il faut contrebalancer en parlant de soi, de ses recherches, de ses questions, de ses doutes, vraiment, et pas de ses convictions naïvement. Donc vraiment pour dire, je trouve tes questions pertinentes, est-ce qu'on vit après la mort, est-ce qu'il y a une justice, pourquoi est-ce qu'il y a de la violence, pourquoi les gens tuent les autres, en fait, donc pourquoi est-ce que l'argent emmène le monde, pourquoi l'économie est absurde, pourquoi est-ce que l'ancien président de la Commission européenne est engagé par, vous voyez, en fait, des trucs qu'ils entendent tous les jours à la radio. Pourquoi est-ce qu'un type rentre dans un semi-remorque et écrase en faisant tomber sur 80 personnes, vraiment, qu'est-ce qu'il a en tête, vraiment, hein? Pourquoi Mohamed Atta est entré dans les tours du World Trade Center? C'est hyper important. Enfin, on ne sait pas vraiment, mais on peut essayer au moins de s'intéresser à cela quand même. Parce que là, on voit bien que sacrées violences sont formidablement articulées avec une chose effrayante, une jouissance morbide, donc auquel on peut être attiré par cela. On voit quand même, les gens viennent voir, il y a un crash en voiture sur l'autoroute, tout le monde s'arrête pour regarder s'il y a des blessés. Donc tu es comme moi, donc tu es intéressé par la violence, le sang, le sexe, l'amour, la mort. Mais comment faire le tri, comment articuler, comment comprendre les traditions par rapport à ça, parce que tu es intelligent, que tu as envie de... Tu as les moyens, enfin, si tu prends le temps, et si on prend le temps d'en parler, tu vas pouvoir prendre du recul, et tu seras beaucoup moins dupé, moins fasciné, moins collé à un message premier qui souvent n'est pas le bon.